Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Al24 News. Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici les titres. La foire internationale d'Alger de retour après 2 années d'absence. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune donne le coup d'envoi officiel. La crise entre Malabo et Paris s'intensifie. La Guinée équatoriale menace de renvoyer l'ambassadeur français. L'entité sioniste menace le Liban de bombardements massifs et dévastateurs en cas de guerre. Et en Irak, 8 mois après les élections législatives, les députés sadristes majoritaires au Parlement démissionnent. C'est l'événement de la journée en Algérie. La foire internationale d'Alger a fait son grand retour aujourd'hui au Palais des Expositions des Pins Maritimes. Une 53e édition avec comme invité d'honneur les États-Unis. Alors, elle a été inaugurée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Plus de 700 entreprises représentant 20 pays y participent. Là. Et nous rejoint en direct depuis le Palais des Expositions des Pins Maritimes notre journaliste Khaireddine Batache. Bonsoir. Alors la foire internationale d'Alger fait donc son grand comeback après 2 années d'absence sur fond de relance économique, amorcée dès le début de l'année par le président de la République. 2022 sera donc une année économique par excellence. Vous faites bien de parler d'engouement, Nouhed, dont témoigne le nombre d'entreprises et de pays étrangers présents à cette 53e édition de la FIA. L'on évoque justement pas moins de 26 nations et plus de 200 entités économiques prenant part à cette grand-messe de l'économie nationale. Alors au-delà des chiffres que je viens de vous présenter, c'est la symbolique de la foire d'Alger qui est à retenir, car l'Algérie souhaite s'engager dans un nouveau modèle de partenariat stratégique tournant le dos à la relation et à la logique de marché qui jusque-là a montré ses limites, préférant la logique justement du partenariat gagnant-gagnant. La tenue de cette foire d'Alger donne également écho à la nouvelle loi sur l'investissement censée justement garantir un cadre législatif propice à la concrétisation de cet élan économique. Vous apercevez derrière moi justement le drapeau des États-Unis. Eh bien, ce pays est l'invité d'honneur de cette 53e édition de la foire internationale d'Alger. Les États-Unis, justement, qui font partie des pays qui ont montré un certain intérêt à, justement, aller dans des partenariats stratégiques gagnant-gagnant avec l'Algérie, à l'image de l'Italie ou encore la Turquie, via la signature d'un certain nombre de conventions cadres et de partenariats dans divers secteurs qui sont justement représentés fortement ici à la foire d'Alger. L'on parle justement du secteur de l'agriculture, de l'énergie, de la manufacture, mais également de l'industrie ou encore les start-up qui sont ici présentes et à qui on a réservé un pavillon spécial. Merci Khaireddine Batache, vous étiez en direct de la foire internationale d'Alger. Et puis en marge de l'inauguration de cet événement majeur, le président Abdelmadjid Tebboune a annoncé l'ouverture d'une ligne aérienne reliant Alger à New York d'ici la fin de l'année. Pour parler justement de l'événement du jour, l'ouverture donc de la foire internationale d'Alger, nous avons avec nous Monsieur Abdelrahman Hadef, expert international en économie. Monsieur Hadef, bonsoir. Bonsoir. Alors on constate un engouement particulier pour cette 53e foire internationale d'Alger, tenue sous le thème, rappelons-le, partenariat stratégique. Peut-on s'attendre à une nouvelle feuille de route en la matière, Monsieur Hadef ? Bien évidemment, je pense que cette manifestation économique vient un peu renforcer le nouvel élan que lance l'Algérie
dans son projet de transformation économique. Et aujourd'hui, le repositionnement sur la scène internationale passe inévitablement par ce genre de manifestation qui est une foire de dimension internationale avec un invité de marque qui est les États-Unis. Je pense qu'aujourd'hui, la présence de Monsieur le Président de la République aussi donne un signal fort par rapport à cet événement qui va sans nul doute avoir un intérêt très très important par rapport à la position algérienne. Je pense que aujourd'hui l'économie algérienne et surtout le commerce extérieur devient un axe stratégique pour l'Algérie dans sa quête de diversification économique. Et là, je pense que le signal est bien donné à travers aussi divers réformes, divers projets qui sont en train d'être mis en place. Comme vous l'avez bien dit, l'année 2022 serait une année économique par excellence. Monsieur Hadef, quels pays peuvent être candidats à ce genre de partenariat avec l'Algérie selon vous ? Je pense aujourd'hui, les choix sont faits pour l'Algérie à travers déjà des rencontres de haut niveau avec des pays amis. On cite à titre d'exemple l'Italie, la Turquie, la Chine. Aujourd'hui, on a les États-Unis comme invités de marque. Donc, nous sommes en train de faire des choix stratégiques sur les partenariats parce que la diversification économique sous-entend aussi la diversification des partenaires. Et aujourd'hui, n'oublions pas que la foire internationale d'Alger a été toujours une plateforme pour l'économie africaine. Donc, avec l'entrée en vigueur de la zone africaine de libre-échange, l'Algérie aurait aussi à se positionner comme un nouveau hub économique international pour le continent africain aussi. Merci beaucoup, Monsieur Hadef. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes expert international en économie. Parlons à présent de l'expérience algérienne en matière de sécurité. Eh bien, c'est un exemple pour de nombreux pays et le Tchad a justement fait part de sa volonté de bénéficier de cette expérience. Le ministre tchadien de la Sécurité et de l'Immigration, Idriss Dokoni Adker, en a parlé hier à l'occasion de sa visite de travail à Alger. Le ministre tchadien s'est entretenu avec le ministre de l'Intérieur, Kamel Beljoud, et le chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra. Alger, fer de lance de Moscou dans sa lutte contre l'Union européenne, dernière trouvaille de l'équipe gouvernementale de Pedro Sánchez à l'encontre de l'Algérie. Après la suspension de cette dernière du traité d'amitié, une telle sortie pourtant masque mal un Sánchez de plus en plus critiqué au sein de sa famille politique, faisant l'objet de critiques acerbes de la part des membres du Parlement de Madrid, et ce à moins de 2 semaines d'un rendez-vous électoral qui risque bel et bien d'hypothéquer son avenir politique. Les détails avec Karim Bouaziz. Porté au nu il y a peu par une corps de journalistes qui le surnommaient El Guapo, le beau. Ça, c'était avant. En effet, Pedro Sánchez perd de sa superbe au fil des jours et met son pays dans l'embarras. Une série de démissions de portefeuilles importants de son gouvernement, comme celui de l'Intérieur, et ce, en un laps de temps très court, ajouté au tableau déjà terne le départ de la numéro 1 du renseignement sur fond d'un scandale dit Pegasus, affaire d'ailleurs qui n'a pas révélé encore toute sa trame. Au fond, disons-le nettement, la politique intérieure de l'Espagne se lézarde. Le concentré de mots, selon les administrés espagnols, porterait un nom: Pedro Sánchez. Des parlementaires sidérés par le volte-face du gouvernement sur le dossier du Sahara occidental, n'hésitant pas à décocher des flèches de tout bois dans une langue de Cervantes si riche en mots d'oiseaux. Voyou ayant rendu le pays la risée de la terre, selon le parlementaire Sergio Arrayas. Aberration politique signée Coca Gamara, porte-parole du Parti populaire. Danger public, selon la responsable Inès Arrimadas du parti Ciudadanos. Il est vrai que la période électorale espagnole délie les langues, mais la question de l'autonomie du Sahara occidental, tranchée par Sánchez au profit du Marsen, est une réelle inquiétude qui drape le ciel politique ibérique. Néanmoins, l'intéressé en guise de défense via son ministre des Affaires étrangères, José Manuel Álvarez, accuse Alger d'être le faire-valoir de Moscou
dans la crise qui secoue l'Espagne. Alvarez vient tout juste d'ailleurs de rentrer d'une tournée bruxelloise pour se plaindre du non-respect des accords dits d'association foulés aux pieds par Alger, selon lui, sur les murmures d'un Lavrov et sans doute du vénézuélien Nicolás Maduro, il y a quelques jours, tous deux présents à la Racema. Le but de Moscou étant de briser l'Union européenne par le sud en opposant l'Italie et l'Espagne dû à l'oscillation du gaz algérien, d'après le numéro 1 de la diplomatie espagnole. Sanchez et Alvarez ou le complotisme par le dédouanement. Eux pourtant qui font fi du vrai complot ayant traversé leur hémicycle avec le logiciel espion Pegasus dont les données sensibles volées du Premier ministre inquiètent tout l'arc politique espagnol. Que nenni! Nulle allusion non plus aux partenaires européens du revirement historique insufflé par Sanchez sur le Sahara occidental, violant le statut de puissance administrative sous l'égide onusien pour accoucher d'une solution définitive. La lecture erronée de Sanchez à l'endroit du Maghreb et de l'Algérie particulièrement ne semble connaître de limites. Car d'un côté, celui qui militait pour réduire la dépendance au gaz russe accuse paradoxalement Alger de pallier au même manque à l'endroit des partenaires européens comme l'Italie. Pas de doute, c'est bien Sanchez aux abois à l'aune d'un rendez-vous électoral, risquant de sonner le glas de son statut du chef du gouvernement. La réponse dans une quinzaine de jours. Et rien ne va plus entre Paris et Malabo. Le 8 juin dernier, la Cour d'appel a rejeté une demande d'annulation de la Guinée équatoriale concernant l'expulsion de l'ambassade équato-guinéenne à Paris, provoquant la colère du vice-président Teodoro Obiang Nguema, qui s'exprime sur son compte Twitter affirmant que réciprocité sera de mise. Tinhinan Makassi. Les tensions diplomatiques entre Malabo et Paris sont à leur comble depuis mercredi dernier. Et pour cause, une cour d'appel française a rejeté la demande d'annulation de la Guinée équatoriale concernant l'expulsion de son ambassade à Paris, entraînant de facto la colère du vice-président Teodoro Nguema Obiang, qui menace sur son compte Twitter d'appliquer la réciprocité. À noter que ce bras de fer qui dure depuis près de 5 ans accompagne un feuilleton judiciaire plein de rebondissements entre les deux pays. Tout commence lorsque l'ONG Transparency International se constitue partie civile et engage des poursuites contre Teodoro Obiang Nguema, vice-président et fils du président Teodoro Obiang Nguema Mbazongo, pour acquisition en France d'une propriété avec des fonds soupçonnés de provenir de biens publics équato-guinéens. Sauf que le bien en question, situé au 42 avenue Foch à Paris, abrite l'ambassade de Guinée équatoriale. Pour certains observateurs, les motivations de la justice française ne sont nullement la justice ou le bien-être du peuple équato-guinéen, mais s'apparentent plus à une vendetta politique. Puisque depuis le sommet de Sochi, la coopération économique entre la Guinée équatoriale et la Russie a pris une nouvelle dimension, alors que jusque-là, la France avait la priorité de la coopération dans différents domaines avec ce pays d'Afrique centrale. Surtout avec l'adoption du franc CFA comme monnaie principale et du français comme langue officielle. À noter que la Guinée équatoriale figure parmi les pays les plus riches d'Afrique centrale. Coopération algéro-allemande, Alger et Berlin œuvrent au renforcement et à la consolidation des liens d'amitié et de partenariat qui les lient. Le chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra, a reçu ce matin à Alger la ministre adjointe aux Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne, Madame Katia Kölki, qui effectue une visite de travail en Algérie. Les discussions tenues au palais du gouvernement ont permis de passer en revue l'état des relations bilatérales ainsi que les voies et moyens de les renforcer, notamment dans le domaine scientifique et culturel, des discussions qui se sont soldées par la signature d'un accord de coopération entre les deux pays. L'Algérie et l'Allemagne ont un partenariat très fort depuis longtemps. Notre relation bilatérale date de 60 ans cette année. Et on va renforcer notre coopération dans plusieurs domaines, dans les domaines politiques, des affaires étrangères, sécurité, mais aussi bien sûr l'énergie, les questions du hydrogène. Mais en base de tout ça, c'est la coopération culturelle. C'est important pour qu'on puisse améliorer les échanges des jeunes, pour apprendre les langues, pour travailler ensemble, pour un futur meilleur ensemble. Alors c'est très important pour nous de finalement
avoir cette coopération culturelle qui est à la base de toute notre coopération pour le futur. Et je me réjouis de tout ce qu'on puisse faire. Notre institut Goethe pourra élargir son champ d'activité en Algérie. Et le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu aujourd'hui sa réunion d'information trimestrielle sur le Mali, une réunion lors de laquelle le mandat de la MINUSMA a été renouvelé. On rappelle qu'il devait expirer le 30 juin. Ce drame au Burkina Faso, au moins 6 civils ont été tués dans une attaque terroriste perpétrée dans des villages situés dans le centre-nord du pays, une région réputée pour ses nombreux sites d'exploitation artisanale d'or. Les assaillants ont également volé les biens de nombreux villageois. Et puis de violents combats ont éclaté hier dans l'est de la République démocratique du Congo à la suite d'une nouvelle attaque des rebelles du M23 selon l'armée congolaise. L'armée qui accuse Kigali de soutenir les rebelles du M23 pour mener de nouvelles attaques dans la région. Autre région touchée par de violents affrontements, le Soudan. Des combats entre tribus arabes et non-arabes ont éclaté ce lundi à l'ouest du pays. 117 victimes sont à déplorer. 14 villages de la région ont été incendiés. Direction la Palestine à présent, où le Premier ministre Mohamed Shtayyeh appelle la formation d'un front international pour mettre fin à l'occupation sioniste et protéger la solution à 2 États. C'était lors d'une réunion à Ramallah, en Cisjordanie, avec Maya Tissafi, secrétaire d'État adjointe du ministère suisse des Affaires étrangères et responsable du département Moyen-Orient et Afrique du Nord. Shtayyeh a également appelé la Suisse et la communauté internationale à faire pression sur l'entité sioniste pour que les accords de paix signés soient respectés. Et puis le Conseil des droits de l'homme, par la voix de la haute commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, ordonne une enquête sur l'assassinat de la journaliste d'Al Jazeera, Shirin Abu Akleh, tuée lâchement le mois dernier par l'entité sioniste. Par ailleurs, une enquête spéciale du Washington Post a conclu, suite à une enquête, qu'un soldat israélien avait probablement tiré sur la journaliste. On reste dans la région pour évoquer ces menaces de l'entité sioniste à l'égard du Liban. Le chef d'état-major de l'armée israélienne a menacé les Libanais de bombardements massifs et dévastateurs si jamais une guerre éclatait avec le Liban, alors que le litige frontalier maritime entre les deux pays a été ravivé avec l'arrivée dimanche dernier d'une unité flottante d'exploitation gazière qui doit extraire le gaz du champ de Karish. Iman Merad. Dans le cadre d'un congrès du Front intérieur, des responsables des services d'urgence et de sécurité, des professeurs et des journalistes se sont réunis dimanche pour discuter du niveau de préparation en cas d'une urgence majeure, d'une guerre ou d'un tremblement de terre dévastateur. Dans ce contexte, le chef d'état-major du Tsahal, Aviv Kohavi, a lancé un avertissement sévère aux citoyens libanais. Dès à présent, j'informe les citoyens du Liban que non seulement je vous recommande de partir dès le début de la guerre, mais je vous recommande même de partir dès le début des tensions avant le premier coup de feu, car la puissance de nos attaques sera telle que vous ne l'avez jamais vue auparavant. Des mises en garde adressées directement au Hezbollah. Nous avons identifié des milliers d'objectifs qui seront tous détruits dans le cadre d'un plan d'attaque contre des sièges de commandement et de plateformes de lance-roquettes, tous en lien avec l'arsenal de l'ennemi. Tout sera bombardé au Liban, qu'il s'agisse d'habitations dissimulant des roquettes, de maisons près desquelles des roquettes sont entreposées, d'un activiste qui en manipule une, d'un centre de commandement ou de fourniture d'électricité liée au lancement de missiles. La menace de Kohavi intervient peu après que le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a menacé l'entité sioniste jeudi dernier au sujet du forage de gaz dans les eaux territoriales litigieuses de Karish. Le Hezbollah s'oppose formellement au forage, n'excluant pas le recours à la force si cela est nécessaire. Pour rappel, le président libanais Michel Aoun a déclaré que toute activité sioniste dans le champ de Karish serait considérée comme un acte hostile. Sur un autre volet, avec le Liban, le porte-parole de la force intérimaire des Nations Unies au Liban, Andrea Tenetti, affirme qu'une patrouille de routine a été arrêtée samedi par un groupe d'hommes en tenue civile, près de la localité de Arab El-Waizé, dans le sud du Liban, déclarant que ces hommes avaient menacé les soldats et tenté de les désarmer.
Il demande ainsi à l'armée libanaise de garantir la sécurité de la force onusienne dans la région. Rappelant par la même occasion que la FINUL jouit d'une totale liberté de mouvement et du droit de patrouiller dans ses zones d'opération, conformément à la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce n'est pas la première fois que la FINUL est confrontée à ce type de situation, une mission souvent critiquée par les deux pays. En Irak, les députés sadristes majoritaires au Parlement ont remis leur lettre de démission au chef de la Chambre des représentants hier. Une décision qui intervient 8 mois seulement après les élections législatives dans le pays. Sohila Akilal. Coup de théâtre au Parlement irakien. Les députés du courant du leader chiite Muqtada Sadr, plus importante formation du Parlement irakien, ont présenté dimanche une démission en bloc. Cette démission intervient 8 mois à peine après une victoire sans appel aux législatives avec 73 sièges à la Chambre des représentants. Le président du Parlement, Mohamed El-Halboussi, a accepté cette démission. Cette lettre de démission pourrait être stratégique et donner un dernier ultimatum aux autres partis politiques pour former un gouvernement selon les conditions de Muqtada Sadr, une façon de tordre le bras aux autres courants. Faute de majorité claire et de consensus, le Parlement a échoué par 3 reprises depuis le début de l'année à organiser des élections présidentielles, première étape avant la désignation du Premier ministre et la formation du gouvernement. Quelques heures après l'annonce de cette démission groupée, l'ambassadeur d'Irak à Londres et candidat au poste de Premier ministre, Ja'far al-Sadr, a annoncé retirer sa candidature. Le bureau d'Al-Sadr a par ailleurs diffusé un document dans lequel il ordonne la fermeture de tous les bureaux et activités du mouvement partout en Irak. Ce soubresaut vient souligner l'impasse politique totale dans laquelle se trouve l'Irak. Tous les délais impartis de la Constitution ont été dépassés. Une des pistes évoquées pour sortir de l'impasse serait de dissoudre le Parlement et d'organiser de nouvelles législatives. Mais pour ce faire, les députés devraient eux-mêmes dissoudre l'Assemblée. L'Irak, où l'aéroport de Bagdad a suspendu temporairement ses vols ce lundi en raison d'une nouvelle tempête de poussière et de sable. Le trafic a repris depuis. Le pays est de plus en plus affecté par ces phénomènes météorologiques aggravés par le réchauffement climatique et qui font craindre une désertification de la région. Dans le reste de l'actualité, les combats se poursuivent en Ukraine, notamment à l'est du pays où les forces russes ont expulsé les soldats ukrainiens du centre de Severodonetsk. Environ 20% du territoire ukrainien est désormais occupé par les Russes. En France, 2 mois après l'élection présidentielle, les Français étaient appelés hier à voter pour élire leurs 577 députés qui siégeront à l'Assemblée nationale pendant les 5 prochaines années. Un scrutin attendu qui s'est soldé par un coude à coude de la gauche et de la coalition présidentielle devant le Rassemblement national et la coalition de la droite. Et pour en parler, nous avons avec nous M. Mostafa Kawa en direct de Paris. Monsieur Kawa, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes journaliste algérien établi en France. La première question est simple. À quel scénario peut-on s'attendre pour le second tour de ces législatives? Alors je dirais que la surprise viendra de la NUPS. La gauche est aujourd'hui unie et elle part dans un ordre organisé et elle arrive de plus en plus à intéresser les militants ainsi que les habitants des banlieues. Donc peut-être nous allons vivre une grande surprise. La majorité va échoir à la gauche pour la première fois après tant d'années. Alors 52,49% d'abstention au premier tour. Quel rôle vont jouer selon vous les abstentionnistes lors du second tour, Monsieur Kawa? Alors les abstentionnistes vont être très sollicités, surtout à gauche. L'abstention particulièrement a touché les villes avec les villes de banlieue où la jeune population n'a pas été votée au premier tour. Donc, une armée de militants va essayer de s'adresser à la jeunesse pour la convaincre, pour qu'elle soit au rendez-vous des urnes dimanche prochain. Merci beaucoup, Monsieur Mostafa Kawa. Je rappelle que vous êtes journaliste algérien établi à l'étranger. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
En Turquie, de très fortes pluies et de forts orages de grêle ont frappé plusieurs villes du pays, dont Ankara, la capitale, causant des inondations qui ont fait 4 morts, selon le dernier bilan. Une personne est également portée disparue depuis samedi. Un nouvel épisode de pluie est attendu aujourd'hui. Sport football, la sélection algérienne s'est imposée hier 2-1 face à l'Iran en match amical préparatoire disputé à Doha au Qatar. L'Algérie a ouvert le score peu avant la pause grâce à un but de Riyad Ben Ayad à la 43e minute. Le but de la victoire a été inscrit par Mohamed Amin Amoura à la 82e minute. Amri Chadli, bonsoir. Vous êtes ex-international algérien. Est-ce que vous êtes à l'écoute? Oui, bonsoir. Alors l'Algérie, merci beaucoup. Alors l'Algérie a battu l'Iran sur le score de 2-1. Comment avez-vous trouvé la prestation des Verts, d'autant plus que c'est une équipe totalement remaniée par le sélectionneur national? Écoutez, ça reste une belle prestation parce que quand tu gagnes 2-1, l'Iran, ça reste quand même en Asie une nation du football. On les voit souvent en Coupe du Monde, on les voit souvent dans les compétitions internationales. Donc je pense que c'était quand même une belle victoire et c'est bon pour le moral pour ces jeunes joueurs et ces nouveaux qui ont intégré l'équipe nationale pour ce match-ci. Et parlons à présent de Rami Bensebaini, que vous connaissez bien. Quel est son avenir avec l'équipe nationale selon vous? Écoutez, je pense que il fait partie des cadres déjà. Il fait partie des cadres et je pense qu'il fait partie de l'ossature de l'équipe nationale avec Blaili, Benasser. C'est des joueurs dont l'équipe nationale en a besoin et voilà, je ne vais pas dire qu'ils sont indispensables, mais je pense qu'on en a vraiment besoin. Très bien, merci beaucoup Amri Chadli. Je rappelle que vous êtes ex-international algérien et c'est avec cet appel téléphonique que l'on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo avec Amel Abéziane Zitouni. Très bonne suite des programmes sur Al24 News. À demain 19h.